Imaginez, vous êtes en pleine nature, dans l'une des régions les plus isolées de Sibérie. Le soleil commence à décliner derrière les montagnes. Tout est calme, trop calme même. Puis au loin, une silhouette apparaît. Une jeune femme. Elle court, elle trébuche, elle est couverte de boue, épuisée et terrorisée. Quand elle finit par atteindre ton groupe, elle semble incapable d'expliquer clairement ce qui lui est arrivé. Ses mots sont confus, son regard est vide, mais une chose est certaine, quelque chose s'est produit dans les montagnes. Quelque chose de suffisamment horrible pour la pousser à errer seule pendant des jours dans la taïga sibérienne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle plongée dans l'inconnu. Si vous aimez les mystères, les affaires inexpliquées et les histoires vraies qui semblent sorties d'un cauchemar, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est grâce à vous que cette chaîne continue d'exister et d'explorer les récits les plus troublants de notre monde. Ce soir, nous partons en août 1993 dans les montagnes sauvages de Sibérie. Une expédition de randonnée composée de jeunes aventuriers disparaît dans des circonstances qui, encore aujourd'hui, divisent les enquêteurs, les scientifiques et les passionnés de mystère. Parce que lorsque les secours ont finalement compris ce qui s'était passé là-haut, ils ont découvert une histoire aussi déroutante qu'inquiétante. Une histoire qui soulève encore une question. Qu'est-ce qui a réellement eu lieu sur les pentes de Kamar Daban? Alors, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et préparez-vous à remonter jusqu'à l'été 1993 dans l'un des endroits les plus isolés de la planète. Bienvenue dans Noxlore. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord comprendre l'endroit où elle s'est produite. Kamar Daban n'est pas une montagne. C'est une immense chaîne montagneuse située au sud du lac Baïkal. Le lac Baïkal lui-même est déjà un lieu fascinant. Avec plus de 1600 mètres de profondeur, il contient environ 20% de toute l'eau douce de la planète. Les peuples autochtones de la région racontent depuis des siècles que le lac possède son propre caractère. Certains pêcheurs parlent encore aujourd'hui de tempêtes qui apparaissent sans prévenir, de brouillards soudains et de vents capables de retourner des embarcations. Et bien sûr, les montagnes qui l'entourent ont hérité de cette réputation. Même les sauveteurs russes modernes considèrent Kamar Daban comme une région imprévisible. L'altitude n'est pourtant pas exceptionnelle. La plupart des sommets culminent entre 2000 et 2500 mètres. Bien en dessous des sommets vertigineux comme les Himalayas par exemple. Vous l'aurez compris, le véritable danger de Kamar Daban ne vient pas de la hauteur, il vient de la météo. L'air humide du lac Baïkal rencontre les masses d'air froid descendant de la Sibérie et le résultat est un environnement où le temps peut changer brutalement. Un ciel parfaitement dégagé peut devenir une tempête en moins d'une heure. Les températures peuvent s'effondrer, le brouillard peut apparaître soudainement et surtout, le vent peut devenir extrêmement violent. Le 2 février 1993, une instructrice et un groupe de 6 étudiants appartenant au club de tourisme sportif Azimut sont venus de Petropavl au Kazakhstan. Ils avaient débarqué en Sibérie pour partir en randonnée depuis les rives du lac Baïkal jusqu'au sommet du Kangula. Ces randonneurs, âgés entre 15 et 24 ans, étaient Timur Bapanov, Victoria Zalesova, Valentina Uteshenko, Denis Shvashkin, Alexander Kirsin, Tatiana Filipenko et leur chef de groupe Lyudmila Korovina, qui était alors âgée de 41 ans. La plupart d'entre eux se connaissaient depuis longtemps. Ils avaient déjà effectué plusieurs expéditions ensemble et ils étaient pas mal soudés. Mais parmi toutes les personnes de cette histoire, aucune n'est plus fascinante que Lyudmila Korovina. Il faut comprendre qu'à l'époque soviétique, la randonnée sportive n'était pas considérée comme un simple loisir.
C'était presque une discipline militaire. Les participants traversaient des régions sauvages pendant des semaines. Ils apprenaient l'orientation, la survie, les premiers secours, la gestion du froid. En gros, ils apprenaient à être complètement autonomes. Et dans cet univers très exigeant, Lyudmila Korovina était une référence. Elle détenait le titre soviétique de maître des sports en tourisme sportif, une distinction extrêmement prestigieuse. Des dizaines de randonneurs étaient passés sous sa supervision. Elle avait parcouru des milliers de kilomètres dans certaines des régions les plus hostiles de l'Union soviétique. Ses élèves la décrivaient comme infatigable, capable d'avancer sous la pluie pendant des heures, capable de prendre des décisions rapides dans des situations critiques, capable de survivre là où d'autres auraient abandonné. Et plusieurs anciens participants décrivaient également une autre facette de sa personnalité. En fait, Lyudmila était aussi réputée pour être extrêmement exigeante. Elle estimait que les difficultés forgeaient les bons randonneurs. Et donc, selon certains témoignages, elle poussait parfois ses groupes bien au-delà de leur zone de confort. Pas par cruauté, bien sûr, mais parce qu'elle croyait sincèrement que c'était la meilleure façon d'apprendre. D'ailleurs, cette réputation-là jouera plus tard un rôle important dans les théories entourant l'incident. Il faut savoir aussi que Lyudmila avait une fille, Natalia Korovina. Et Natalia dirigeait un autre groupe à quelques dizaines de kilomètres du groupe de sa mère. Donc, le groupe de Lyudmila n'était pas seul dans les montagnes. Les deux groupes avaient même prévu de se rejoindre quelques jours plus tard à un point de rencontre après avoir terminé leurs itinéraires respectifs. Et personne à ce moment-là n'imaginait que cette rencontre n'aura jamais lieu. Après tout, le plan initial semblait simple pour des randonneurs expérimentés comme eux. Parcourir environ 220 km, traverser plusieurs sommets, puis rejoindre le second groupe. Avant le départ, Lyudmila avait même pris contact avec la station météorologique locale et les prévisions étaient bonnes. Mais dès les premiers jours, tout part en couille. Les pluies deviennent incessantes, le vent augmente et les températures chutent. Rapidement, les vêtements des randonneurs sont trempés et surtout, ils vont le rester. Et ça, c'est un problème beaucoup plus grave qu'il n'y paraît, car le corps humain mouillé perd sa chaleur beaucoup plus rapidement. Ajoutez à ça l'effort physique, le manque de sommeil, l'altitude et la fatigue, et vous obtenez un cocktail extrêmement dangereux. Pourtant, le groupe continue d'avancer, comme il l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Puis arrive la nuit du 4 août, une nuit qui pourrait être la clé de toute l'affaire. Durant cette nuit-là, les randonneurs tentent d'allumer un feu, mais sans succès, puisque le bois était détrempé et le vent souffle trop fort. Ils passent donc la nuit dans des vêtements humides, exposés au froid pendant des heures. Puis, le lendemain matin, ils parviennent finalement à faire du feu. Ils prennent leur petit déjeuner, puis reprennent leur progression. Et quelques heures plus tard, l'histoire devient véritablement terrifiante. Et bien sûr, les contradictions commencent. Selon le témoignage original de Valentina Utoshenko, Alexander Kresin est le premier à montrer des signes inquiétants. Il pousse soudainement un cri, puis s'effondre. Certaines versions racontent qu'il avait saigné des yeux, d'autres parlent seulement de mousse à la bouche, alors que d'autres encore mentionnent également du sang provenant du nez et des oreilles. Lyudmila court vers lui, elle tente de l'aider, et quelques instants plus tard, elle tombe à son tour. Puis, c'est Tatiana Filipenko qui commence à se comporter étrangement. Elle se met à se tenir la gorge comme si elle ne pouvait plus respirer. Puis, elle se met à se fracasser elle-même sa tête contre les rochers. Devant ce spectacle terrifiant, les autres randonneurs paniquent. Certains courent, d'autres tombent, et un par un, tous meurent. Enfin, tous, sauf Valentina. Bien sûr, ce récit soulève immédiatement plusieurs questions. Pourquoi une personne expérimentée comme Lyudmila Korovina aurait-elle été incapable de reconnaître ce qui se produisait? Pourquoi tout le groupe aurait-il succombé si rapidement? Et surtout, pourquoi une seule personne a pu survivre? Après la mort de ses compagnons, Valentina s'est retrouvée toute seule. Une adolescente de 17 ans, seule au milieu des montagnes sibériennes, sans moyen de communication, sans carte détaillée
et sans aucune certitude sur la direction à suivre. Selon ses dires, Valentina est descendue jusqu'à la forêt en contrebas. Puis, arrivée à l'orée, elle a attendu, terrifiée. Elle était convaincue qu'elle allait mourir à son tour. Mais les heures passaient et rien ne se produisait. Valentina prend alors la décision de retourner vers les corps. Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de survivants, elle récupère ce qu'elle peut. De la nourriture, du matériel et bien sûr des vêtements. Puis, elle se met à suivre les lignes électriques. Et pendant 4 jours, elle erre seule au milieu de la taïga avec les lignes électriques comme principal repère. La moindre erreur aurait pu lui être fatale. Mais heureusement, elle finit par tomber sur un groupe de kayakistes. Ils comprennent immédiatement qu'il s'est produit quelque chose d'anormal. Et c'est à partir de cet instant que l'affaire commence officiellement. Les kayakistes conduisent Valentina au poste de police où elle raconte tout ce dont elle se souvient. Ses amis qui s'effondrent les uns après les autres, la tempête, la panique, les morts. Mais malgré son témoignage, les recherches prennent du temps. Beaucoup trop de temps. Il faut comprendre que nous sommes en 1993. Les montagnes de Qamar Daban couvrent un territoire immense composé de vallées profondes, de crêtes balayées par les vents et des kilomètres de taïga presque impénétrables. Les conditions météorologiques restent mauvaises. La pluie et le brouillard compliquent les recherches. Et surtout, les autorités ne savent pas exactement où chercher. Après avoir survécu seule pendant plusieurs jours, Valentina a quitté la montagne en suivant des lignes électriques à travers la forêt. Lorsqu'elle est finalement secourue, elle est épuisée, traumatisée et incapable d'indiquer avec précision l'endroit où ses compagnons sont morts. Pendant ce temps, l'inquiétude grandit chez Natalia. Le groupe dirigé par sa mère ne se présente jamais au point de rendez-vous prévu. Les jours passent et ce qui ressemblait d'abord à un simple retard devient progressivement une véritable opération de sauvetage. Le témoignage de Valentina, lui, venait confirmer qu'une catastrophe s'était produite dans les montagnes. À ce point, il ne s'agissait plus de retrouver des randonneurs égarés. Il s'agissait de localiser les victimes d'un drame dont personne ne comprenait encore les circonstances. Des équipes sont envoyées au sol. Des hélicoptères survolent les montagnes dès que la météo le permet. Mais retrouver 6 personnes dans cette immensité revient pratiquement à chercher une aiguille dans une botte de foin. Finalement, plusieurs semaines après la tragédie, les sauveteurs aperçoivent quelque chose sur une pente exposée au vent. Une silhouette, puis une autre, puis plusieurs autres. En s'approchant, ils comprennent immédiatement qu'il n'y a plus aucun espoir. Les membres du groupe ont été retrouvés. Et tous sont morts. Mais ce que découvrent les enquêteurs ne simplifie rien. Bien au contraire, les corps ne sont pas regroupés autour d'un campement. Ils ne sont pas blottis les uns contre les autres pour conserver leur chaleur. Ils ne semblent pas être morts dans leur sommeil. Ils sont dispersés sur la montagne, comme si quelque chose avait interrompu brutalement leurs actions. Comme si chacun avait tenté de réagir à sa manière avant de s'effondrer. Certains corps reposent plus haut sur la pente, d'autres plus bas. Une partie de leur équipement était encore présente sur les lieux. Et plus les sauveteurs observent la scène, plus les questions se multiplient. Pourquoi ces randonneurs expérimentés se trouvaient-ils à découvert dans des conditions aussi dangereuses? Pourquoi personne n'a-t-il réussi à atteindre la forêt située plus bas? Et pourquoi le groupe semble-t-il s'être fragmenté durant ces derniers instants? Même les secouristes habitués aux accidents de montagne comprennent rapidement qu'ils ne sont pas face à une tragédie ordinaire. Car habituellement, lorsqu'un groupe succombe à l'hypothermie, les victimes tentent de rester ensemble. Elles cherchent un abri, elles se regroupent. Ici, la montagne semble raconter une histoire différente, incomplète, une histoire dont il manque encore plusieurs pièces essentielles. Les corps sont alors évacués par hélicoptère afin que des autopsies puissent être réalisées. Et très vite, les conclusions officielles vont soulever presque autant de questions que la scène découverte sur la montagne. Les légistes concluent principalement à une mort par hypothermie. Les rapports évoquent également des œdèmes pulmonaires, autrement dit une accumulation de liquide dans les poumons. Ludmila, elle, aurait succombé à un arrêt cardiaque. Bien sûr, dès que l'affaire est devenue publique,
Les critiques et les questions s'enchaînent, car plusieurs détails ne semblent pas correspondre au récit de Valentina. L'hypothermie peut tuer bien sûr, mais peut-elle provoquer les comportements décrits par Valentina? Les saignements, la panique, les effondrements successifs? La plupart des gens pensent que le mystère concerne les décès, et c'est pas faux en un sens. Mais en réalité, il existe un autre mystère, peut-être encore plus étrange que les décès. C'est celui des récits contradictoires. Lorsque l'on compare les articles russes et anglophones, on découvre rapidement qu'ils ne racontent pas exactement la même histoire. Par exemple, le lieu du drame varie, les symptômes varient, l'état de Valentina varie, les circonstances de son sauvetage varient, et même les derniers instants des victimes changent parfois selon les sources. Puis, Valentina est interviewée en 2018, 25 ans après les faits. Et là, certaines de ses déclarations semblent contredire son témoignage initial de 1993. Par exemple, elle affirme ne pas se souvenir de sang, ne pas avoir entendu de cris, et elle insiste beaucoup sur la météo, le froid et l'épuisement. La question qui se pose ici est: est-ce que Valentina aurait menti? Eh bien, pas nécessairement. Il faut savoir que les psychologues et psychiatres affirment que les personnes atteintes de choc post-traumatique ont vu leur cerveau être confronté à une expérience extrême, ce qui peut modifier certains souvenirs au fil du temps. Certaines images disparaissent, d'autres deviennent floues ou encore sont reconstruites inconsciemment. Au jour d'aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, personne ne peut savoir avec certitude quelle version est la plus proche de la réalité. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire si fascinante. Parce que le mystère ne concerne pas seulement ce qui s'est passé, il concerne aussi ce dont on se souvient. Bon, maintenant que nous avons reconstitué les événements connus et documentés, une question demeure. Comment 6 randonneurs expérimentés ont-ils pu mourir en quelques minutes? Les enquêteurs ont proposé plusieurs explications, certaines plausibles, d'autres extrêmement spéculatives. Et quelques-unes semblent tout droit sorties d'un roman d'espionnage. Alors, pour comprendre pourquoi cette affaire continue de fasciner autant le monde, il faut examiner chacune de ces hypothèses, et surtout comprendre ce qu'elles expliquent, mais aussi ce qu'elles n'expliquent pas. Alors, l'hypothermie est l'explication officielle. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, elle mérite qu'on s'y attarde un peu. Parce que l'hypothermie n'est pas simplement le fait d'avoir froid. L'hypothermie, en vrai, c'est une chute de la température interne du corps. Et quand ça arrive, l'organisme entre progressivement dans un état de dysfonctionnement. Les capacités de réflexion diminuent, la coordination motrice se détériore, les décisions deviennent irrationnelles et la confusion apparaît. Puis viennent les hallucinations, les pertes de conscience et finalement l'arrêt cardiaque. Beaucoup de survivants d'hypothermie sévère racontent avoir eu l'impression de rêver. D'autres ont retiré leurs vêtements alors qu'ils mouraient de froid, un phénomène connu sous le nom de déshabillage paradoxal. Ce qui se passe, c'est que dans les derniers stades de l'hypothermie, le cerveau peut être tellement affecté qu'il interprète mal les signaux du corps. Certaines victimes ressentent alors une chaleur écrasante et commencent à enlever leurs vêtements malgré le froid extrême. Certaines victimes d'hypothermie aussi peuvent devenir soudainement agitées. D'autres semblent prises de panique et d'autres encore se comportent comme si elles avaient perdu tout contact avec la réalité. Et lorsqu'on regarde les circonstances de l'expédition, plusieurs éléments attirent l'attention. Les randonneurs étaient mouillés depuis plusieurs jours. Ils avaient subi des vents violents et dormi dans des vêtements humides. Ils étaient épuisés et se trouvaient à découvert sur une crête montagneuse. En fait, ils avaient réuni toutes les conditions nécessaires à une hypothermie sévère. Vu sous cet angle, l'hypothermie semble être l'explication parfaite. Mais il existe un problème. Même une hypothermie avancée explique difficilement certains détails du témoignage de Valentina, notamment les saignements, la mousse à la bouche et l'apparente rapidité avec laquelle plusieurs personnes sont mortes. L'autre théorie avancée, et qui est beaucoup moins connue, est que les randonneurs ont eu ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire d'altitude. D'ailleurs, plusieurs chercheurs russes considèrent cette hypothèse comme l'une des plus crédibles. L'œdème pulmonaire de haute altitude survient lorsqu'un excès de liquide envahit progressivement les poumons. Au début, les symptômes sont relativement discrets.
genre essoufflement, fatigue, toux. Puis, lorsque l'état s'aggrave, la situation devient dramatique. La victime a l'impression de se noyer, même en respirant de l'air, et une mousse blanche ou rosée peut apparaître à la bouche. La confusion s'installe rapidement, puis la personne perd connaissance. Cette hypothèse expliquerait plusieurs éléments: la mousse observée, l'accumulation de liquide retrouvé dans les poumons et l'essoufflement soudain. Alors, vous me direz, c'est quoi le problème avec cette hypothèse? Eh bien, si vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous ai dit une information importante. Les montagnes de Qamar Daban ne sont pas particulièrement élevées. Le sommet où se trouvait le groupe n'était qu'à environ 2300 mètres d'altitude, ce qui est généralement inférieur aux altitudes où l'on observe la majorité des cas d'œdème pulmonaire des altitudes. Bien que certains médecins disent qu'une combinaison d'épuisement, de froid extrême et d'efforts physiques prolongés pourrait avoir aggravé la situation. De plus, ça n'explique pas davantage les saignements rapportés dans certaines versions, ni pourquoi plusieurs personnes auraient été touchées presque simultanément. La troisième hypothèse tourne autour de la malnutrition. C'est une hypothèse qui, d'ailleurs, est rarement mise en avant en Occident. Pourtant, elle apparaît dans plusieurs discussions russes. Surtout que les rapports d'autopsie mentionnent entre autres des signes de déficit nutritionnel chez certaines victimes. Ça ne signifie pas bien sûr que ces personnes mourraient de faim, mais ça pourrait indiquer qu'elles étaient déjà physiologiquement affaiblies. C'est important de le prendre en compte parce que le corps humain produit sa chaleur grâce à l'énergie qu'il consomme. Donc, lorsqu'une personne manque de réserves énergétiques, sa capacité à résister au froid diminue fortement. Si Lyudmila Korovina avait effectivement adopté une philosophie de randonnée minimaliste, comme certains anciens participants l'ont affirmé, ça aurait pu rendre le groupe particulièrement vulnérable. Donc, cette hypothèse de malnutrition ne prétend pas que les victimes sont mortes de faim, mais suggère plutôt que leur organisme aurait été moins capable de faire face à plusieurs jours d'exposition au froid. Donc, c'est probablement pas une cause unique, mais plus un facteur aggravant. Une autre hypothèse est celle des infrasons, et c'est l'une des théories les plus controversées. Pour faire court, les infrasons sont des ondes sonores dont la fréquence est trop basse pour être entendue par l'oreille humaine. Ce sont des sons que nous ne percevons pas de manière consciente, mais certaines études ont démontré qu'ils peuvent provoquer des effets physiologiques réels comme l'anxiété, le malaise, la sensation de présence, de la sensation d'être suivi, les vertiges et la désorientation. Dans quelques expérimentations, des participants exposés à certains infrasons ont eu un sentiment de peur inexpliqué. Or, les vents violents qui soufflent autour des montagnes peuvent parfois générer des infrasons naturels. C'est d'ailleurs l'une des théories qui a été évoquée pour expliquer le fameux incident du col Dyatlov. Je n'ai pas fait de vidéo sur ce sujet parce que je le considère un peu comme l'affaire Ilai Salam, c'est-à-dire que c'est un sujet qui a pas mal tourné sur Internet. Mais si vous ne connaissez pas l'affaire, elle est très intrigante et a certaines similitudes avec celle que je vous raconte aujourd'hui. Checkez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Bref, pour revenir aux infrasons, selon cette hypothèse, des infrasons naturels auraient provoqué une panique soudaine au sein du groupe. Les randonneurs auraient perdu leur capacité à réfléchir normalement. Certains auraient fui, d'autres auraient pris des décisions irrationnelles. Le problème ici est qu'aucune preuve directe ne permet de relier les infrasons à la mort des victimes. Il pourrait éventuellement expliquer un comportement étrange, mais certainement pas l'ensemble des décès. Ce qui nous amène à l'hypothèse suivante qui est celle d'une toxine naturelle. Les montagnes sibériennes abritent une multitude de plantes, de champignons et de micro-organismes. Donc, une substance toxique naturelle pourrait avoir été impliquée, comme par exemple une contamination de l'eau, une plante toxique, une prolifération bactérienne ou même certaines toxines produites par des algues microscopiques. Le principal problème avec cette hypothèse est l'absence totale de preuves, puisqu'aucune analyse n'a permis d'identifier une substance précise. Aucun élément retrouvé sur place ne peut soutenir cette hypothèse. Ça se peut que ce soit une toxine encore inconnue, qui agit à des doses en dessous des doses détectables ou encore qui est très volatile, ce qui pourrait expliquer le fait qu'on soit passé à côté. D'ailleurs, c'est pour cette raison que cette éventualité reste possible en théorie, mais extrêmement difficile à démontrer. Et pour ne pas sortir du sujet des toxiques, on s'embarque dans la théorie la plus célèbre et la plus sensationnaliste.
celle de l'arme chimique. Selon cette hypothèse, le groupe aurait été exposé à un agent neurotoxique. Après tout, les récits les plus populaires de l'incident parlent de mousse à la bouche, de saignement, de confusion soudaine et de mort rapide. Tous des signes qui rappellent certaines intoxications chimiques. Ajoutez à ça le fait que l'ex-Union soviétique a effectivement mené de nombreux programmes militaires secrets et vous obtenez le combo parfait pour un scénario digne des meilleurs thrillers. Mais, bien sûr, il y a toujours un mais. Lorsqu'on examine les faits d'un petit peu plus près, les choses deviennent beaucoup moins convaincantes. Encore une fois, aucune trace de contamination n'a été signalée. Aucun rapport officiel ne mentionne un agent chimique. Aucun sauveteur n'a présenté de symptômes similaires. Et surtout, Valentina a survécu plusieurs jours dans la même zone. Si un agent chimique persistant avait été présent, ça aurait probablement laissé au moins quelques traces. Aujourd'hui, la majorité des spécialistes considèrent cette théorie comme hautement spéculative. D'ailleurs, elle reste populaire parce qu'elle est spectaculaire, pas parce qu'elle est solidement étayée. Il est impossible de parler de Qamar Daban sans évoquer le col Dyatlov, que j'ai évoqué brièvement tantôt. Les ressemblances entre les deux incidents sont flagrantes. Dans les deux cas, il y avait un groupe de randonneurs expérimentés, des conditions météorologiques difficiles, un seul survivant, mais pour l'affaire du col Dyatlov, le mec qui a survécu était absent au moment du drame. En gros, ce qu'il avait sauvé était la fatigue et une décision d'abandonner le groupe et de rebrousser chemin. Sinon, il y avait aussi des corps retrouvés dispersés, des blessures étranges, le tout menant à des décennies de spéculation et surtout à cette impression persistante qu'il manque un maillon à l'histoire. Mais il faut dire que, malgré ces ressemblances, il y a aussi des différences majeures. À Dyatlov, les victimes ont été retrouvées plusieurs semaines après leur mort avec aucun témoin direct des faits, alors qu'à Qamar Daban, un témoin direct a survécu. Donc, dans un cas, nous n'avons aucun récit des derniers instants et dans l'autre, nous en avons un. Mais ce récit lui-même, au fil des années, est devenu une énigme, puisque plusieurs chercheurs qui ont planché sur l'histoire ont conclu au fait que le plus grand mystère n'est peut-être pas ce qui s'est produit sur la montagne, mais ce qui est arrivé à l'histoire elle-même, à travers les traductions, les articles, les documentaires, les vidéos YouTube, les forums et les réseaux sociaux. Chaque nouvelle version semble ajouter ou retirer certains détails. Un cri apparaît sur une version et disparaît sur l'autre. Du son aussi est on and off selon les versions. La montagne change de nom. Un symptôme est modifié. Un témoignage est réinterprété. Du coup, après 3 décennies, il devient presque impossible de distinguer les faits établis des éléments qui se sont ajoutés au fil du temps. Peut-être que la réponse est beaucoup plus simple que ce que nous imaginons. Peut-être qu'un groupe déjà affaibli par plusieurs jours de pluie glaciale a subi une combinaison catastrophique d'épuisement, d'hypothermie et de problèmes médicaux. Ou peut-être qu'un détail essentiel nous échappe encore, une information perdue, une erreur dans un rapport ou un souvenir oublié, comme emporté par le vent des montagnes sibériennes. Et tant que cette pièce manquante ne sera pas retrouvée, l'incident de Qamar Daban continuera d'occuper une place unique parmi les plus grands mystères de survie du XXe siècle. Car contrairement à beaucoup d'autres énigmes, nous savons exactement où ça s'est produit. Nous savons exactement qui était présent. Et nous savons même qu'une personne a survécu. Et malgré tout ça, nous ignorons toujours ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de l'incident de Qamar Daban. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi ce plaisir de vous abonner et de liker, ça me fera vraiment plaisir. D'ailleurs, quel temps fait-il par chez vous? Je peux vous dire qu'ici, il fait gris et il pleut. Le soleil, il pointe le bout de son nez une fois toutes les 4 heures, des fois une fois tous les 3 jours. Pas le top, quoi. Donc, s'il fait beau par chez vous, profitez-en et ayez une petite pensée pour moi. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, amusez-vous comme Jaja, soyez bienveillants et surtout, restez safe. Allez, ciao!